Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro, donc le 20e. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui un tandem, donc Monsieur Guéguen et Madame Abri, de Pôle Emploi, qui vont nous parler de la thématique recruter autrement. Donc les Petits Déj Pro, je vais laisser le soin à Maxime de nous expliquer le format, le concept. Donc je suis Soufiane Kachla, directeur du tiers-lieu Rubixco. Maxime. Merci Soufiane, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc Maxime Lehoux, je suis président d'un groupement d'entreprise qui s'appelle ERET, Entreprendre et Réussir dans l'Est Touraine. L'objectif de ce groupement est de fédérer les chefs d'entreprise sur Touraine-Est-Vallée, de créer du lien avec les institutionnels du territoire et d'agir sur des facteurs de développement, des zones d'activité et des entreprises. Et à titre pro également, je dirige une entreprise d'emploi et de recrutement qui s'appelle ITP, avec une agence sur le territoire à Montluy-sur-Loire et une agence à Jouer-les-Tours. Voilà. Donc un grand plaisir d'être parmi vous ce matin sur cette thématique ressources humaines, recruter autrement, avec Pôle Emploi en effet, donc Michel Guéguen et Sylvie Abri de Pôle Emploi. On peut démarrer, donc les petits déj pro en effet c'est une thématique en fait avec un cadencement tous les mois, tous les premiers vendredis de chaque mois. L'objectif en fait c'est de proposer aux entreprises du territoire un expert qui va intervenir sur une thématique de gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui c'est la 20e, on va vous proposer des thématiques vraiment larges de gestion d'entreprise, la finance, la communication, les ressources humaines, la gestion, toutes les grandes thématiques de l'entreprise vont y passer. Et donc ce matin, en effet, Pôle emploi. Est-ce qu'il y avait autre chose à voir, Sofiane ? Donc on est en présentiel ici et aussi en direct sur Facebook, la page Facebook Live du Rubixco. Ça nous permet de nous suivre aussi à distance. Tout à fait. Ouais. Et bien, je vous propose de démarrer le sujet. Je vais vous laisser la parole, Michel Guéguen. Et puis, donc oui, au niveau du cadencement, 45-50 minutes de présentation. Et puis après, il y aura la possibilité d'interagir avec vous. Avec nous aussi ce matin, Anne-Sophie Tessier, qui est Office Manager du Rubixco, qui va veiller aussi à remonter les questions sur le Facebook Live, le Facebook Live sur la page de Rubixco. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation, Maxime et Soufiane. Ravi d'échanger sur ce sujet ô combien d'actualité pour toutes et tous. Bonjour à toutes et tous d'ailleurs. On a échangé déjà un petit peu avant avec certains participants. Les recrutements, effectivement, sont de plus en plus difficiles parce qu'on est obligé de changer d'approche et de recruter autrement. Et je vous propose sans plus tarder de partager avec vous certains déjà constats et définitions. Le constat, c'est qu'on a atteint un taux de chômage sur le département qui est à 7%. On n'avait pas vu ce taux de chômage depuis 2008. Donc c'est aussi déjà le premier constat, c'est que donc il y a de moins en moins de demandeurs d'emploi disponibles, même s'il y en a toujours trop, hein, bien évidemment. Mais de fait, les gens qui sont déjà opérationnels et en lien avec les besoins de vos entreprises retrouvent, on va dire, assez rapidement le chemin de l'emploi et retrouvent directement un travail. Donc on est sur un taux de chômage historiquement bas, on va peut-être pas exagérer, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas atteint des taux de chômage aussi bas. Deuxième constat, et ça c'est quelque chose de très structurel sur le marché du travail, c'est un chiffre que donne d'ailleurs le ministère de l'Emploi, c'est que 50% des métiers auront évolué en profondeur dans les 10 prochaines années. Alors évoluer en profondeur, ça veut dire quoi ? Certains vont disparaître, il va y avoir aussi des métiers qui vont apparaître, mais surtout il y a des métiers qui évoluent profondément, ça c'est mon téléphone, notamment avec le numérique. Je prends le métier par exemple de Pôle emploi, c'est vrai qu'il y a une digitalisation qui est croissante de toute façon de manière générale sur les services publics, et ça change le quotidien des conseillers. Et ça vaut pour les métiers de la banque assurance par exemple, et j'imagine pour plein d'autres métiers dans tous les secteurs. Donc c'est aussi des métiers où quand on recrutait un professionnel aujourd'hui, c'est pas forcément le même métier qui sera exercé dans 5 ans ou 10 ans. Donc forcément une approche, j'y viens petit à petit, plutôt approche de recrutement par les compétences qu'une approche métier. Et enfin, les carrières, vous le savez comme moi, ne sont plus linéaires.
Aujourd'hui, avant, on rentrait chez Michelin, par exemple, à 18 ans, on en sortait à 60, quand la retraite était à 60 ans. Aujourd'hui, on fait 3-4 métiers dans sa vie professionnelle. Donc forcément, on se heurte à des difficultés à recruter sur des personnes sur une approche métier. C'est-à-dire, on va prendre des personnes qui ont un diplôme dans la profession, qui ont une expérience dans la profession. C'est ce qu'on appelle l'approche métier. Je mets une offre, on en parlait avec M. Emmanueli sur les développeurs, je mets une offre qualifiée dans le nucléaire, ça répond pas, mais forcément, vu le taux de chômage, ça répond plutôt pas. D'où l'idée, la nécessité d'aller capter des candidats sur une autre approche, l'approche compétence, c'est-à-dire aller chercher, identifier déjà, c'est ce qu'on va développer là, identifier dans ces postes de travail quelles sont les compétences dont on a besoin et aller les proposer et les rechercher chez des gens qui ont développé ces compétences-là de manière transverse et qu'elles pourraient transverse ou transférable, mais qu'elles pourraient être transférées, voilà, transposées dans l'emploi de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est d'élargir le sourcing. Alors, mettons-nous déjà d'accord sur les... Ah, ça n'apparaît pas, c'est pas grave, je vais vous le définir. Une compétence, c'est quoi? Alors, une définition qui est assez partagée. Normalement, il y avait un petit schéma, mais c'est 3 choses. C'est des savoirs, donc des savoirs plutôt théoriques, des savoir-faire, donc là, plutôt des techniques, manipuler un outil, une machine, de l'informatique, etc. Et puis du savoir-être, les fameux soft skills en anglais, qui sont plutôt là propres à la personne. L'idée, c'est quand on est sur une approche compétence, c'est plutôt de se centrer sur les savoir-être, parce que finalement, on s'aperçoit que les savoirs et les savoir-faire, on peut les acquérir. Il y a des formations, il y a pas mal de budget sur les formations en ce moment, et Pôle emploi, Sylvie va y revenir, propose des solutions par rapport à ça. On peut former les gens, alors il y a peut-être des prérequis, mais on peut former les gens à tout un tas de choses. Alors il y a quelques exceptions, on ne peut pas transférer un boucher en chirurgie, par exemple. Il y a quand même des métiers réglementés avec des prérequis qui sont incontournables. Donc ça, c'est les limites de l'approche compétence. Des fois, il y a une vraie approche métier, une vraie formation longue à avoir. Cela dit, sur beaucoup de métiers quand même, on peut aller chercher et identifier les savoir-être. Alors nous, on appelle ça aussi des qualités professionnelles à Pôle emploi. Donc on en a identifié 14. Et ce que j'aime bien dans cette diapo, c'est qu'elles sont aussi regroupées autour de 3 thématiques liées à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. L'entreprise est une organisation soumise à un environnement, donc on va y rechercher des capacités d'adaptation, de la gestion de stress, le sens de l'organisation, la rigueur. Mais il y a aussi dans toute organisation du travail une dimension collective, avec une coopération nécessaire, avec un travail collaboratif, donc une compétence, une qualité pro sur le travail collaboratif, une capacité à fédérer dans certains cas, et le sens de la communication. Donc on le retrouve de manière plus ou moins forte selon les postes de travail, bien entendu, mais on le retrouve un peu partout. Et enfin, une performance est attendue, quelle que soit l'entreprise et le service, en lien avec les qualités individuelles. Donc là, on va chercher l'autonomie, la capacité de décision, la force de proposition, la curiosité, la persévérance. Alors on a chacun et chacune un peu de tout ça en nous, mais c'est développé ou plutôt étouffé en fonction du poste qu'on occupe, et puis c'est plus ou moins fort selon les individus. Donc l'idée, c'est d'identifier au sein des emplois que vous avez à pourvoir dans vos entreprises, quelles sont les capacités les plus prégnantes et celles que vous allez rechercher en priorité. Pour ça, ce qu'on propose à Pôle emploi, mais il y a d'autres organismes qui le proposent, c'est de vous aider, de vous accompagner sur une analyse de poste. L'analyse de poste, c'est quoi? C'est aller dans votre entreprise, vous questionner déjà en tant que chef d'entreprise sur les valeurs de l'entreprise, son fonctionnement, son business model, justement en termes de performance, qu'est-ce qui est attendu, quels sont les enjeux finalement de l'entreprise. Et après, par rapport au poste qui fait l'objet du recrutement, aller interroger le salarié en question qui exerce, et puis aussi observer son activité. C'est-à-dire apporter un regard externe
en tant que consultant, quelque part, RH, on observe la personne en train, par exemple, de fabriquer des pièces métalliques pour l'industrie. Et puis ensuite, on discute avec lui sur son parcours, sa formation, ce qu'il aime aussi dans son métier, ce qu'il aime moins, quelle communication il a avec des clients, est-ce qu'il a des communications avec les clients, quelle communication il a avec ses collègues, avec son N+1. Et justement, après, on pose les mêmes questions à son N+1. Avec un croisement de regard, normalement, on n'a pas des réponses antinomiques, enfin, c'est souhaitable, mais on a des regards qui se complètent. Avec le N+1 qui va, lui, avoir une vision peut-être un petit peu plus panoramique sur les enjeux de performance et de communication vers les clients, etc. Une fois qu'on a fait ça, en fait, il y a un travail qui est fait en agence par le conseiller qui va transcrire toute cette observation et le transcrire en termes de compétences, justement. C'est ce qu'on peut appeler une fiche de poste, et donc il y a un livrable, donc là c'est juste un aperçu, qui est soumis au recruteur, qui doit valider cette vision du poste. Et ça lui permet d'avoir finalement des choses plus objectivables sur le poste en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une formation qui est incontournable pour ce poste-là? Parfois oui, parfois non. Parfois, un restaurateur, par exemple, peut se dire moi je recrute un serveur, il faut absolument qu'il parle anglais, espagnol et russe, parce que j'ai de la clientèle de ces 3 langues. En fait, en discutant avec le salarié, on s'aperçoit que des espagnols et des russes, il y en a pendant 15 jours dans l'année. C'est surtout l'anglais qui est important. Donc on va évacuer 2 langues, déjà, ça va élargir considérablement le sourcing. On avait le même cas aussi dans une société pas très loin d'ici, à Saint-Pierre-des-Corps, où ils mettaient en avant le casse-esgrue et la nacelle, je crois. Et en fait, on s'apercevait que sur l'année, c'était 10% du temps où il y avait besoin de ce casse-esgrue et de ce casse-nacelle. Donc finalement, déjà, on peut écarter ce critère-là comme sur la fiche de poste comme critère de recrutement incontournable. Michel, est-ce que c'est adapté à tout type de structure, de la TPE qui va chercher son premier salarié, à la PME qui en est à son 20e salarié et qui est même structurée avec une personne qui est dédiée sur le recrutement? Alors, c'est à la carte, c'est-à-dire que c'est effectivement, il faut qu'il y ait un besoin. On ne le fait pas tous les jours, ce genre d'analyse de poste, parce que c'est un temps opérationnel assez important. Je pense que ça vaut le coup, quelle que soit la taille de l'entreprise, quand il y a un enjeu important. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est très important dans l'entreprise, qui part à la retraite, si on l'anticipe, c'est bien, et on ne va pas retrouver la même personne. On sait très bien qu'on développe des polyvalences, qu'on ne va pas retrouver exactement la même chose. Donc là, l'idée, c'est d'étudier le poste et de voir qu'est-ce qui est majoritaire finalement, et sur quoi on va centrer le recrutement, quitte à recruter 2 personnes, parce que vraiment, il y a 2 postes en fait en un. Et après, ça peut être un autre cas de figure, ça peut être des recrutements récurrents où il y a un fort turnover, par exemple, dans même une grosse entreprise, où on se dit, là, il y a un enjeu. Il faut vraiment qu'on change notre méthode de recrutement et qu'on voit concrètement de quoi on a besoin vraiment pour élargir notre sourcing. Et c'est quelque part aussi une manière de rendre le recruteur autonome pour la suite. Parce que lui, il prend conscience aussi de certaines choses, et pour la suite, ça sera un guide très utile. Là, sur l'image qui est projetée, on a aussi les leviers de motivation et les facteurs de contrainte du poste. Ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. Les recruteurs disent toujours on veut recruter des gens motivés. D'accord, mais motivés par quoi? Moi, par exemple, j'aime bien la variété des tâches. C'est quelque chose de routinier, ça ne me conviendrait pas. Il y a quelqu'un qui, au contraire, pour cette personne, ce sera un effet répulsif. Elle a besoin d'avoir un cadre bien défini, avec une certaine répétition, et ce serait une zone d'inconfort d'avoir une variété des tâches trop grande. Donc l'idée, c'est de voir aussi par rapport au poste en lui-même, quels sont les facteurs de motivation par l'interview du salarié, par exemple, aussi, qui sont forts, les facteurs de contrainte du poste, aussi, du bruit, de la saleté, le fait d'être exposé à un public difficile, etc., pour être bien au clair sur comment on va pouvoir vendre. Aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est un petit peu du marketing social, il faut vendre l'offre d'emploi, le poste à l'externe. Comment on va vendre ce poste en connaissance de cause? Vous êtes motivé par un cadre régulier, vous aimez bien des choses bien réglées, vous aimez bien travailler en équipe,
ce poste est fait pour vous. Au contraire, vous êtes sur un profil ingénieur, vous aimez l'innovation, vous aimez être libre, qu'on vous laisse tranquille et vous avez une certaine autonomie dans votre travail, ce poste est fait pour vous. C'est identifier aussi en tant que recruteur qu'est-ce qu'on va adapter et qu'est-ce qu'on va vouloir identifier aussi chez le candidat. Et puis donc être parfaitement au clair sur les facteurs de contrainte aussi. Un petit outil Pôle emploi, une fois qu'on a fait l'analyse de poste, et même sans analyse de poste, on peut vous soumettre à un support d'entretien d'embauche qui justement va vous servir de trame pour identifier de manière un petit peu objective lors de vos entretiens justement les facteurs de motivation que vous voulez cocher, les compétences, les formations, enfin bref, tout ce que vous voulez cocher pour avoir une sorte de scoring par rapport au candidat que vous recevez, que ce soit, et qui soit un petit peu extrait de l'impression qu'on peut avoir des candidats. On dit qu'on a 30 secondes pour faire bonne impression. Certes, inconsciemment, notre cerveau il travaille comme ça. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on fonctionne comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir une trame construite qui nous permet aussi de passer outre cette première bonne impression ou mauvaise impression et de voir si la personne correspond à la cible. Alors ça fait référence à ce qu'on appelle le cadre de référence. On redite, mais le cadre de référence, c'est quoi? C'est finalement la façon dont on a été élevé. On a tous un bagage culturel, on a tous reçu une éducation de nos parents. Par notre profession, par notre situation dans la société, on a tous un regard sur la société. Il n'est ni bon ni mauvais, il porte des valeurs en tant que tel. Il faut être conscient qu'on a ce regard-là sur les gens, sur le monde, etc. Donc le recruteur, il peut être situé à gauche, par exemple, et le candidat à droite. C'est le même sapin qu'il regarde, mais il ne voit pas la même chose. Donc, le candidat, il voit un sapin avec des boules, alors je ne sais pas, il voit les primes, je sais. Le sapin est décoré, et le recruteur, il est peut-être préoccupé par la performance de l'entreprise, il ne le voit plus nu, le sapin. Ils n'ont pas la même vision des choses. L'idée, c'est d'en avoir conscience pour éviter finalement un écueil qu'on observe assez souvent, c'est l'envie de recruter quelqu'un qui nous ressemble. En fait. Et en fait, c'est pas de quelqu'un qui nous ressemble dont on a besoin, c'est quelqu'un qui va faire le boulot sur le poste. Et je fais référence à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des capacités d'innovation si c'est ça dont on a besoin, qui saura travailler à un moment donné en équipe. Et après, s'il a une tenue vestimentaire, un comportement ou quelque chose qui dénote par rapport à nos valeurs à nous, finalement, il faut le mettre de côté en se disant c'est pas grave parce que ce qui est important, c'est la performance de l'entreprise à la fin. Et puis nous, donc à Pôle emploi, on en tient compte aussi parce qu'on reçoit du public et il faut qu'on a nous-mêmes notre cadre de référence. Et pour vous présenter des candidats, il faut pas qu'on le mette de côté, mais il faut qu'on en ait conscience. Alors ça fait référence, justement, ça permet d'avoir conscience des biais de perception que nous avons tous. Alors c'est un support qu'on peut retrouver sur l'espace recruteur sur pôle emploi.fr pour information, où il y a tout un tas de conseils justement pour préparer au mieux vos entretiens de recrutement. Et donc il y en a 16, je ne vais pas tous les détailler, mais par exemple l'effet de halo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'impression générale sur le candidat à partir de premières observations. Par exemple le style vestimentaire. Il porte un costume alors qu'il postule sur un poste de carreleur, il n'est pas fait pour le poste. Bon, il est un peu décalé, d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon carreleur. Passons outre ce premier effet. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est l'attribution de caractéristiques aux candidats qui sont en réalité liées en contexte. Par exemple, vous recevez, alors ce qui est déconseillé, un candidat en entretien avec un jury de 4 personnes. On conseille plutôt 2 personnes maximum. Ça met la personne en état de stress. On va se dire c'est quelqu'un qui ne gère pas son stress. Ah oui, mais enfin il a attendu une demi-heure avant, là vous le recevez devant 4 personnes, donc forcément il n'est pas en possession de tous ses moyens. Donc c'est aussi de recontextualiser les choses, etc., etc. Puis ça peut être aussi des effets, alors, je ne sais plus c'est lequel, mais enfin il y a aussi des effets positifs à tort pour un candidat. Par exemple, il fait du rugby, moi je fais du rugby. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, je recrute quelqu'un qui me ressemble. Donc c'est forcément quelqu'un qui va s'intégrer au collectif.
c'est peut-être un petit raccourci. En fait, faut approfondir un petit peu les choses par un questionnement, et donc être vigilant à ces biais de perception positifs ou négatifs. Alors, dans cette démarche-là, vraiment d'élargir le sourcing et on va dire, d'ouvrir au maximum sur des candidats, on vous propose à Pôle emploi la méthode de recrutement par simulation, c'est-à-dire le fait de simuler l'emploi et donc de recruter sans CV. L'idée, c'est que vous recrutez peut-être un ancien dentiste ou un ancien ouvrier pour un poste de téléconseiller, peu importe, du moment qu'il ou elle réussit les exercices. Alors, je vous propose de regarder une vidéo. Là, je sais pas. Peut-être cliquer sur la télé. Alors, plutôt celle-là, si c'est possible. Parce que c'est une entreprise locale. C'est Vlad, pour ceux qui connaissent, qui fabrique des batteries pour le domaine médical, qui a utilisé notre méthode MRS. Et là, je vous propose de regarder le témoignage du patron et de la RRH qui nous a fait confiance sur cette méthode de recrutement. Bonjour, 8,3% de chômage en France depuis 2008. Pour autant, il y a toujours 5 millions de chômeurs en France. Il est difficile de plier l'emploi proposé par des sociétés comme Vlad qui ne trouvent pas preneur. Mettez le son avec ça. C'est en bas. C'est bien la preuve qu'il y a toujours une inadéquation entre ce que propose le marché, les besoins des entreprises et la formation des chômeurs. Alors moi, je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'expérience que nous pouvons vivre avec Pôle emploi grâce à une méthode et un dispositif qui s'appelle MRS, donc la méthode de recrutement par simulation, qui nous a permis de découvrir des talents, 5 nouveaux talents pour fabriquer des batteries, parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui pour fabriquer des batteries. Donc cette expérience est assez intéressante. Je vous propose que Marie-Lise Crozat, notre DRH, vous détaille un petit peu ce projet, puisque c'est elle qui a conduit cette opération. La méthode de recrutement par simulation MRS nous a permis de détecter et évaluer chez les candidats les habilités spécifiques requises pour le poste de technicien d'assemblage de batterie. Ces habilités ont été validées en amont lors d'une analyse de poste dans notre atelier de production. La série de 8 exercices a donc été créée spécifiquement pour Vlad et dure environ 3 heures. Pôle emploi a posté ensuite notre offre d'emploi sur son site et invité les personnes intéressées à s'inscrire à une réunion d'information collective. Nous avons rencontré finalement 15 candidats. Et lors de ces entretiens, sans CV, ça nous a permis de centrer notre attention sur la personne, son savoir-être et ses motivations, au métier et à nous rejoindre. Les 5 candidats retenus apprennent, depuis décembre dernier, le métier d'assemblage de batterie par une formation et tutorat interne dans notre atelier de production. C'est une réussite à tout point de vue. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, je viens du milieu horticole. Maintenant je fais des batteries et ça me plaît vraiment. Bonjour, je m'appelle Malik Lès, j'ai 29 ans, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique. J'ai suivi la formation MRS de Pôle emploi, j'ai découvert l'entreprise Vlad et je m'y plais beaucoup. Bonjour, je m'appelle Cathy, j'ai 47 ans, j'ai travaillé 20 ans à la SNCF et je suis en reconversion professionnelle. Grâce à la méthode MRS, j'ai trouvé ce travail chez Vlad, je fabrique des batteries et je suis très contente et satisfaite. Bonjour, je m'appelle Lucie. Après 14 ans dans la coiffure, aujourd'hui je fais des batteries. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans. Avant j'étais horloger pendant 3 ans et maintenant j'ai découvert grâce à la MRS la fabrication de batteries chez Vlad et je trouve ça top. Alors vous voyez, c'est très intéressant. Alors c'est une vidéo, nous on n'a rien demandé, hein. C'est Vlad qui l'a fait tout seul. Et après ils nous ont informé, mais c'est une super promotion du service et
vraiment compris le système. Et ce qui est très intéressant, c'est les témoignages, vous voyez, des personnes qui ont été recrutées, qui viennent d'horizons très divers. Donc ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les carrières qui ne sont pas du tout linéaires, sur les compétences transférables. Et l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, je ne m'y retrouve plus dans mon métier à un moment donné pour X ou Y raison. J'ai une entreprise qui est en dynamique d'embauche sur mon territoire. Nous, on fait connaître, on partage la connaissance de ce besoin à travers l'offre d'emploi. Et après, c'est accessible à tout un chacun avec des exercices qui sont assez exigeants. Donc ces exercices, ils sont construits, vous avez vu, avec l'entreprise, d'abord par une analyse de poste, et ensuite c'est testé par un salarié ni le moins bon ni le meilleur, de Vlad, qui va passer les exercices d'assemblage, etc. On simule l'assemblage d'une batterie, bien entendu, avec du papier crayon, et puis on établit une note étalon. Donc les demandeurs d'emploi, au bout de 3 heures ou 4 heures d'exercice assez intensif, ils sont évalués sur cette note étalon-là. Et l'entreprise s'engage à recevoir tous les candidats et les candidates qui ont atteint la note seuil et de faire un recrutement sans CV. C'est la particularité de cette méthode. Alors justement, par rapport à l'offre d'emploi, c'est quoi l'offre d'emploi? Finalement, c'est la publicité d'un besoin. C'est-à-dire que si vous ne publiez pas sur quelque job board que ce soit votre besoin, personne ne saura que vous avez un besoin. Ou en tout cas, juste votre réseau local. Donc l'idée, c'est de le publier, de le faire connaître. Et je vais vous proposer de lire cette première offre d'emploi et puis d'avoir peut-être vos réactions suite à cette lecture. Donc, recherchons préparatrice auto Orléans. Société de préparation auto installée depuis 10 ans et en pleine expansion, nous proposons à nos clients, particuliers et garages, lavage et rénovation de véhicules. Nous recherchons un préparatrice auto afin de faire face à une demande croissante. Type de contrat, CDI 35 heures. Profil, travailleur ou travailleuse et motivé. Vous appréciez le travail en équipe et l'esprit d'entreprise. Soucieux du travail soigné, vous saurez mettre à profit votre sens du relationnel et votre dynamisme au service de notre clientèle. Une expérience professionnelle sur un poste similaire serait un plus. Merci de nous envoyer CV, lettre de motivation, etc. Je ne sais pas, quel est votre point de vue, par exemple, sur cette offre d'emploi en tant que telle? C'est assez standard. C'est assez standard, oui. On voit qu'il y a plusieurs parties. Il y a la partie, on va dire, présentation d'entreprise, qui est plutôt un point positif. Par rapport à ce qu'on appelle la marque employeur, c'est important de le faire apparaître. Je vous propose en fait une deuxième version. Ça sera peut-être plus facile d'interagir après et vous allez me donner votre point de vue. C'est la même offre d'emploi rédigée autrement. Donc recherchons préparatrice auto Orléans, c'est la même chose, c'est la même entreprise. Type de contrat, CDI 35 heures, pas de niveau d'études requis. On va dire le futur collaborateur aura pour mission de réceptionner les véhicules neufs ou d'occasion destinés à la vente aux particuliers. Une première phase consistera à évaluer le travail de préparation à réaliser au regard du cahier des charges de notre structure. Il s'agira dans une seconde phase de nettoyer l'habitacle intérieur, passage de l'aspirateur, rénovation plastique, etc. Et extérieur, bain moussant, karcher, polish, nettoyage des enjoliveurs, etc. Enfin, notre collaborateur sera amené à fixer les plaques d'immatriculation et installer les autoradios. Il ou elle sera formé à nos méthodes de travail et parrainé par un ancien le premier mois de son embauche. Merci de le contacter, etc. Alors, est-ce que vous voyez la différence entre les deux offres? Et sur quoi ça porte? Les missions sont détaillées. Ce candidat, on a ce rôle, en fait. On lui parle vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. On s'adresse au candidat, et j'ai entendu aussi, on décrit davantage l'activité. Effectivement, sur le premier type de rédaction, on est sur une recherche de profil, plutôt un profil de candidat, et là, on est sur un type d'offre qui décrit l'activité. Et c'est vrai, quand on décrit l'activité, quelque part, on se met à la place du candidat, je me projette un peu plus sur ce qu'il y a à faire, et du coup, je peux me positionner en connaissance de cause davantage,
Parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, travailleur motivé, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Motivé par quoi? Je ne sais même pas ce qu'on fait dans cette entreprise. Alors que là, je ne dis pas travailleur motivé, mais j'ai décrit vraiment concrètement ce qui va être fait. Et du coup, aussi, j'accompagne. Hein, il y a un accompagnement à la prise de poste, c'est quand même très important. Donc l'idée, c'est encore une fois de rechercher le plus possible l'objectivation des tâches. Donc, ça renvoie à la fiche de poste et à l'analyse de poste qu'on a vu tout à l'heure, pour être au clair sur, voilà, on vous dit les choses, en quoi consiste le travail, et on vous donne le maximum d'informations pour que vous puissiez vous projeter et voir si vous-même, ça vous motive ou pas. Parce que, encore une fois, on n'est pas motivés tous par la même chose. Là, on se concentre plutôt sur projeter le candidat dans son futur métier. On ne parle pas, par exemple, de l'entreprise en général. Est-ce que c'est une toute petite entreprise ou est-ce qu'on est sur une PME? Est-ce que c'est important de donner ces valeurs-là? On ne parle pas de rémunération, de... Ah oui, pas dans cet exemple-là, mais oui. Sinon, dans l'absolu, il faut le faire. Oui, bien sûr. Après, encore une fois, il faut être tourné vers le candidat. C'est-à-dire que parler de la marque employeur pour dire moi je suis le numéro 1 mondial des robinets de salle de bain, bon, c'est bien, hein, mais en tant que candidat, qu'est-ce que ça m'apporte moi? Moi, ce que je veux savoir, c'est, certes, c'est une entreprise qui est leader, qui a peut-être les reins solides financièrement, mais surtout, est-ce qu'il y a un CE? Est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Est-ce qu'il y a des primes à l'intéressement? Voilà. C'est ça aussi qui va quand même concrètement m'intéresser. Marque employeur, mais marque employeur tournée aussi vers le candidat. Je vous rappelle aussi que le premier critère qui revient dans les études sur ce qui est recherché par les candidats, c'est l'ambiance de travail. Donc, alors, ça ne se décrète pas, on va dire. Chez nous, il y a une super ambiance de travail, donc il faut le prouver. Après, on va voir qu'il y a des outils pour accueillir dans votre entreprise les candidats. Mais l'idée, c'est d'être sur une démarche marketing tournée vers le candidat et pas en auto-satisfaction de l'entreprise. Après, il y a un petit clin d'œil avec l'aspect tutoriel, en fait, accompagnement, formation, intégration, en fait. Oui, qui est un facteur très important parce que une fois qu'on a fait tout ce travail-là qui prend du temps, donc de l'argent à l'entreprise de recruter, si derrière il n'y a pas cet aspect d'intégration, de phase d'accueil et de fidélisation du salarié, bah, tout s'effondre. Donc c'est là aussi une petite fiche pratique sur l'intégration d'un salarié dans l'espace recruteur de Pôle emploi. C'est une checklist toute bête, mais est-ce que vous avez parlé à votre équipe de la venue d'un nouveau salarié? Est-ce que son manager est au courant? Est-ce qu'on lui prévoit un petit parcours d'intégration, on va dire au moins de 2-3 jours pour lui dire, bah voilà, tu vas travailler là, voilà tes collègues, voilà ton matériel, etc. Son environnement, voilà. En fait, c'est basique, mais on s'aperçoit que dans pas mal de cas, c'est pas fait parce que souvent, c'est fait un petit peu à l'arrache. C'est improvisé. Là, je vais laisser la parole à Sylvie, qui va nous parler d'expériences concrètes et puis de manière un peu alternative de recruter aussi. Merci Michel. Merci Michel. Bonjour à tous, donc, je suis Sylvie Avry, moi je suis conseillère sur l'équipe entreprise de Saint-Clair-des-Corps et on couvre tout l'Est Tourangeau, donc des communes comme les là. Oui, exactement. Leur champ sur le Facebook. Donc des communes qui appartiennent à la commune de l'Est Tourangeau. Voilà. C'est lequel bouton? Si, non? Les flèches. Je fais dans télévision. C'est actif. Ouais. Sur la... Ah. Non, c'était une vidéo qui était avec la clé. Ah, sur YouTube. Bah, sinon, tu racontes. Ouais, du coup, je ne sais même pas ce qu'il y a sur les vidéos, mon Michel. Bah, tu sais, c'est les vidéos qui filment l'emploi, en fait, qui sont accolées à l'offre d'emploi. Ouais, enfin, t'en as parlé de l'offre d'emploi, du coup, moi je continue pas par rapport à. Je continue, je passe. Donc, en fait, on arrive à la conclusion. Après, je vais bien évidemment développer sur les exemples. Donc, afin de limiter l'impact des représentations sur les opportunités de rencontre entre employeurs et candidats, donc objectiver, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, contextualiser le plus possible les informations transmises. Voilà, c'est des exemples qu'a donné Michel. Vraiment nous donner l'environnement de travail, les tâches effectuées, pour vraiment que le candidat
et connaissance du métier qu'il va occuper, des compétences, des tâches à effectuer. Donc il peut se projeter pour savoir s'il a les compétences. Exactement, pour voir s'il a les compétences pour occuper l'emploi. Alors, se fixer comme objectif la rencontre avec le candidat, ainsi mieux informer sur votre besoin de compétences. Donc l'idée, c'est de se rencontrer. Hein. Et puisqu'en fait, au moment de la rencontre, on peut à la fois évoquer la marque entreprise, évoquer l'environnement du travail, voilà. Et utiliser les outils mis à disposition par Pôle emploi pour recruter autrement. Ben voilà, donc on va en parler après. Donc voilà, alors on a une offre de services développée à Pôle emploi. Donc on peut déjà dans un premier temps présenter des candidats. Hein. Donc on a une base de données. Et lorsque vous déposez une offre d'emploi à Pôle emploi, donc c'est au Pôle emploi de Saint-Pierre-des-Corps, donc on va déjà bien définir le poste ensemble. Et après, on peut donc, on a un fichier avec tous les demandeurs d'emploi et aller chercher des candidats et vous les proposer. On a aussi la possibilité lorsqu'on a un besoin particulier, on a des conseillers, donc entreprises comme moi, mais il y a aussi des conseillers qui reçoivent tous les jours des demandeurs d'emploi. Et on peut aller leur demander, en fait, on a un moyen de leur dire, voilà, on a cette offre d'emploi, essayez de faire remonter aussi, vous, des profils. Donc ça, c'est une autre solution. Alors, j'ai besoin d'élargir mon sourcing, la méthode de recrutement par simulation, on en a déjà parlé. Alors, là, on va parler donc de l'observation en entreprise. Et du coup, je vais vous indiquer un exemple où on a à la fois l'observation en entreprise et la montée en formation à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, je vais prendre un exemple concret. On a une entreprise sur l'Arcé qui fabrique des spas. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce recrutement. Donc au démarrage, c'est vrai que l'entreprise était plus sur une approche métier. Donc on recherche plutôt des personnes qui ont travaillé dans l'électricité, la menuiserie, la plomberie, parce qu'en fait, les spas, en fait, ils arrivent, c'est des coques brutes qui arrivent. Et après, les opérateurs en spa doivent faire tous les branchements électriques, les branchements d'eau, il y a un peu d'image lorsqu'il y a besoin d'adapter en fait les dimensions des tuyaux. Donc on était plutôt sur une approche métier. Alors on en est à la 4e session de recrutement et progressivement en fait on a été plutôt vers une approche compétence. C'est-à-dire que on s'est aperçu que finalement des personnes qui avaient fait du bricolage, des bons bricoleurs qui peut-être avaient fait du bricolage chez eux, qui avaient retapé une maison, enfin voilà, donc on est plutôt parti là-dessus. Et là, sur la 4e session de recrutement, il y en a eu 3 de retenus qui étaient des bricoleurs et des demandeurs d'emploi de longue durée, des personnes qui n'avaient pas travaillé depuis 12 mois, 18 mois pour certains, 24 mois pour d'autres. Et on va dire que l'entreprise a donné la chance, notamment sur un candidat qui était un candidat d'origine étrangère, qui était arrivé en France depuis 4 ans, qui avait une maîtrise du français difficile. C'est vrai que quand on lui a présenté, il s'est dit bon, j'y crois pas, enfin il a dit bon, je vais tenter, mais je suis pas persuadée que ça fonctionne. Et bien, en fait, après 1 mois dans l'entreprise, je vais vous expliquer le process de formation ensuite de recrutement. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le meilleur salarié. Alors, comment on a procédé avec cette entreprise? Donc, du coup, du repérage qui a évolué au fur et à mesure. On a donc plus sur l'aspect bon bricoleur. Donc, lorsqu'on a présenté les candidats, ils passent 3 jours dans l'entreprise sous forme d'une immersion en entreprise. Hein, c'est ça, c'est l'observation du poste. Donc, ils sont 3 jours dans l'entreprise. C'est une convention qu'on établit entre le salarié, Pôle emploi et l'employeur. Donc l'idée, c'est que pendant ces 3 jours, il se met dans la peau, il observe l'entreprise, à la fois l'environnement de travail, il observe le poste. Donc en gros, c'est à la fois pour se rassurer sur le travail qu'il aura effectué. Et en même temps, l'employeur, pendant cette observation, l'observe aussi, voit s'il pose des questions, voit s'il est intéressé. C'est vraiment 3 jours pour se découvrir mutuellement en fait. Suite à cela, donc, on a dû présenter 8 candidats, il y en a 3 qui ont été retenus. Et là, l'idée, comme ils ne maîtrisaient pas l'ensemble du poste à atteindre, on a proposé de mettre en place une AFPR, donc c'est une action de formation préalable au recrutement. Donc ça, toute entreprise peut en bénéficier. En fait, c'est justement quand il y a un décalage entre le poste à atteindre et ce qu'est le salarié aujourd'hui.
Donc en gros, ils maîtrisent 60 à 70% du poste et il y a un manque à combler. Et bien ce manque, on peut le combler lorsqu'on est dans l'entreprise. L'employeur établit un plan de formation, un plan de montée en compétences de maximum 400 heures qui va combler ce manque. Donc c'est ce qui a été le cas pour les 3 derniers candidats, qui étaient, je le répète, des candidats éloignés de l'emploi, qui avaient tous entre 12 et 24 mois de chômage. Donc ils sont arrivés et là actuellement ils sont en formation sur un plan de formation qu'on a établi. L'avantage de ce plan de formation, c'est que le salarié monte en compétences pendant cette formation. Et l'employeur, en fait, le candidat, il est salarié, il est de la formation professionnelle, stagiaire de la formation professionnelle pendant cette période de 400 heures. Donc il n'a pas de salaire à verser, il monte en compétences et nous, on va indemniser, Pôle emploi va indemniser du temps que l'employeur va passer à le former. Donc il faut aussi un tuteur, il faut vraiment un cadre, toutes les semaines, il y a un point qui est fait par rapport à l'évolution des compétences. Donc c'est vraiment un investissement de l'entreprise, mais en même temps, l'entreprise, elle forme son salarié à son poste, à sa volonté, à ce qu'elle a défini au démarrage. Donc voilà le process. Immersion d'entreprise, les salariés découvrent, ça leur plaît pas. Pour certains, non, c'est pas du tout ça. Pour certains, ok, on est parti. Et derrière, monter en compétence à travers ce plan de montée en compétence qui a été établi par l'entreprise selon ses besoins. Et à l'issue de cela, alors là, sur le recul, on a un recul sur 1 an, sur les sessions qu'on a faites. En fait, suite au process, donc observation PMSMP, AFPR, action de formation préalable au recrutement, donc 70% des salariés qui ont démarré sont actuellement en poste. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et ça, on en fait très régulièrement, donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors voilà comme exemple. Ensuite, c'est pas facile. Donc, je souhaite pouvoir être accompagnée dans la mise en place d'actions spécifiques. Alors, également, depuis, je sais pas, ça fait peut-être 2-3 ans, on a la possibilité de mettre en place des actions spécifiques avec les entreprises sous différentes formes. On peut venir chez vous avec des candidats, on peut faire visiter les entreprises. Donc c'est à la fois des actions découverte métier et des actions de style job dating où on va venir, on peut faire ça dans une salle, on peut faire ça chez vous, on va venir avec des candidats et vous allez à la fois soit présenter le métier, soit faire le recrutement, par exemple. Mais ça peut être les deux. Ça peut être à la fois de la présentation métier, puis du job dating. Donc ça, on peut organiser ça avec toute entreprise et on en fait très régulièrement. On doit en avoir à peu près 4 par mois, des actions de ce type. Par agence. Par agence. Donc ça fait 40 sur le ouais. Donc ça, c'est des actions qu'on fait très régulièrement. Donc ça également, on peut mettre ça en place. Vous adaptez à la demande. On s'adapte à la demande. Alors la FPRPE, j'en ai parlé. Et puis l'analyse de poste, Michel, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, je vais également vous citer d'autres exemples de choses qu'on a faites pour essayer de recruter autrement. Alors, on a fait avec la Fédération du bâtiment, avec les femmes dirigeantes de la Fédération du bâtiment, une action qui s'appelait, en fait, ouvrir le métier au féminin. Parce qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, c'est essentiellement du personnel masculin et en fait, sur certains métiers, il y a des femmes qui se débrouillent très bien. Donc on avait fait venir 3 femmes dirigeantes du bâtiment et on avait fait venir également 3 salariés femmes du bâtiment. Il y avait 2 peintres, femmes et une menuisière, enfin je sais pas si elle dit une femme menuisier, enfin, voilà. Et l'avantage, c'est donc l'entreprise a pu présenter ses métiers et dire qu'elle a donné la chance à du personnel féminin. Mais c'est surtout lorsque les salariés féminines ont pu évoquer leur métier au quotidien. Et en fait, honnêtement, elles donnaient envie. Et quand un salarié face à des candidates, c'est le même niveau en fait. C'est plus un chef d'entreprise qui parle, c'est un salarié en poste. Ça a été vraiment porteur, il y avait des femmes qui étaient présentes et elles ont vraiment donné envie. Et aujourd'hui, par exemple, une femme peintre qui était là disait
En fait, elle était demandée par les clients parce qu'elle était soigneuse, enfin voilà, peut-être plus, il y avait certains critères qui, elle avait des candidats, enfin elle était fortement demandée par les clients de l'entreprise. Il y avait aussi l'exemple d'une menuisière qui était là. Elle avait une vingtaine d'années, elle avait fait un bac scientifique et ses parents voulaient absolument qu'elle fasse des études, prépa, etc. Et elle n'avait absolument pas envie, donc elle est rentrée dans une prépa. Elle a fait une dépression et elle, en fait, elle avait au fond d'elle envie d'être sur un métier manuel. Et elle a fait les compagnons. Et aujourd'hui, voilà, elle a enfin réalisé ses souhaits. Et en fait, ces aptitudes qu'elle a développées dans le milieu scientifique, pour les mesures, pour la lecture de plans, et en fait, elle s'avère être une candidate vraiment qui réussit dans son métier. Donc, comme quoi, on peut casser les codes. Et ça, on essaie de le faire. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut aussi faire sur d'autres métiers. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour ce genre de choses également. On a aussi fait pour recruter autrement, des actions avec le sport, en fait. On a, par exemple, le badminton. On a fait ça avec une association de rugby. C'est-à-dire qu'on a mélangé sur des terrains, on ne savait pas reconnaître qui était candidat, qui était chef d'entreprise. On a fait jouer ensemble des chefs d'entreprise et des candidats. Et l'idée, c'est pendant cette période de jeu, il y a des choses qui se passent. En fait, on peut repérer le fait de pouvoir jouer en équipe. Voilà, ils jouent ensemble. Et à la fin, on met en place un job dating. Donc, c'est une autre façon aussi de recruter autrement. Donc, en mélangeant chef d'entreprise, candidat. Et à la fin, on se retrouve avec des offres d'emploi. Donc ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Et on a également fait, donc à Saint-Pierre-des-Corps, on a un quartier prioritaire de la ville, la rabatterie. Donc on fait aussi régulièrement, il y a des entreprises qui vont au cœur de la rabatterie. On a une salle qui s'appelle la salle de Lebrière, qui est vraiment au cœur de ce quartier. Et là, c'est vraiment des entreprises que l'on invite, et on invite des jeunes du quartier, et ils viennent présenter leur métier. Donc il y a Carrefour qui est venu présenter ses métiers de LS, donc des grands services, sur différents rayons, et l'idée c'est d'aller vers ces jeunes, présenter son métier, aller vers eux. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir que les candidats viennent vers nous, là on a un petit peu inversé les rôles. Et ça fonctionne aussi. Donc en fait, moi ce que je dis aujourd'hui, aux entreprises, il faut ouvrir vos portes. Il ne faut pas hésiter à accueillir des candidats, à faire découvrir vos métiers. Puis on a besoin de vous. En fait, nous on peut faire des choses, mais on a aussi besoin de vous, justement pour ouvrir vos portes, casser les codes. Et puis après, nous on a des outils pour vous aider en fait à adapter les candidats. Alors bien évidemment, on ne va pas pouvoir dire comme Michel à un boucher qu'il devienne chirurgien, ça c'est pas possible. Mais avec une AFPR, on arrive déjà à faire, sur 400 heures, on arrive quand même à faire évoluer des candidats qui ont des compétences proches. On y arrive. Enfin, on fait des belles choses, on a des réussites. Alors, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on a des outils et on peut vous aider. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors, pour cela, j'imagine qu'après, c'est la diapo sur les contacts. Donc, sur le territoire d'Indre-et-Loire, on a plusieurs agences avec des équipes entreprises. Par exemple, au Pôle emploi de Saint-Pierre-des-Corps, on est 6 sur l'équipe entreprise pour couvrir l'ensemble de l'Est Tourangeau. Donc, on peut venir vous voir, vous pouvez venir nous voir, tout est possible. Et là, vous avez les coordonnées de toutes les équipes entreprises de l'Indre-et-Loire, donc sur Saint-Pierre, on est plutôt sur l'Est Tourangeau, c'est celle de Saint-Pierre-des-Corps. Donc vous avez le numéro de téléphone, vous avez notre mail, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on peut venir vous voir, il n'y a pas de souci. On est là pour vous. Voilà. Merci pour cette seconde partie. On va passer aux échanges. Vous pouvez rester là, Michel également. Des échanges avec le public et aussi avec Facebook si on a des questions qui sont arrivées. La salle s'est bien tenue là pendant la présentation. C'était assez complet, assez riche. On a fait le tour des possibilités que vous pouvez offrir vous pour pouvoir offrir autrement, pour pouvoir recruter autrement. Je sais que dans la salle, on a aussi des spécialistes en RH qui proposent aussi des méthodes différentes pour pouvoir recruter autrement, de manière physique ou digitale. Voilà, je vous propose de passer aux questions et de vous sonder si vous avez des interrogations ou alors des compléments pour pouvoir enrichir les propos de ce matin.
toujours la première question, j'en prie. Est-ce que pour l'analyse de poste, que vous disiez que ça prend du temps, donc vous ne pouvez pas le faire effectivement pour tous les postes, est-ce que vous mettez en place des outils? Alors j'ai noté, il y avait entretien d'embauche, mais est-ce qu'en amont, il y a des outils pour aider à faire sa propre analyse de poste? Alors généralement, c'est une sorte de prestation qu'on négocie avec le recruteur. Ça peut se faire en fait par un questionnement. On peut faire ça sous forme de questionnement au téléphone ou en visio, sans forcément se déplacer dans l'entreprise si le temps est contraint. Mais il y a l'idée de se poser quand même à un moment donné pour investiguer un petit peu en profondeur. Voilà. Après, le livrable en tant que tel, on ne va pas le donner en brut. Il y avait Julien. Ouais, j'ai une question sur le recrutement avec les équipes rugby, etc. Pas justement une façon d'exacerber le biais qu'on peut avoir par rapport à une passion pour un sport. Ah, d'accord. Non, parce que c'est pas des professionnels. Non, c'est vraiment, lorsqu'on a fait le rugby, c'était tous des amateurs, c'était ces clubs qui organisaient ça. Ils n'étaient pas forcément rugbyman, les chefs d'entreprise ni les candidats. L'idée c'était de se rencontrer autour d'un sport, peu importe, on l'a fait avec le badminton, on reste à un niveau amateur en fait. L'idée c'est de jouer ensemble, c'était simplement ça. L'idée c'était pas d'avoir des rugbyman ou des spécialistes de badminton sur le terrain. Ouais, je pense qu'on avait fait ça avec le foot aussi. Il y avait des RH qui voulaient pas trop jouer au foot. Alors c'était juste, on devait jouer sans courir. Donc en fait c'était juste marcher avec le ballon. C'était assez ludique. L'idée c'est de casser les codes, et puis les RH finalement elles étaient plutôt féminines. C'était pas super fan. À la fin elles étaient contentes, et ça a permis d'établir des contacts en fait avec les candidats autrement. C'est le moyen de faire tomber. Donc on arrive à déceler par la pratique d'un sport des comportements, des compétences, des caractères, c'est des faits recherchés, je suppose. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est surtout aussi créer du lien pour favoriser en fait le networking derrière. C'est pas toujours facile de s'approcher les uns les autres. C'est sûr que c'est toujours mieux que d'attendre une demi-heure dans une salle d'attente et être reçu par 4 personnes pour un entretien. Ça génère du stress, effectivement. Là, c'est une manière un peu de détendre l'atmosphère et puis de créer des liens. Moi, j'ai une question sur la MRS. Il faut combien de postes au minimum? On est sur 4-5 minimum. 4-5. Et est-ce qu'on peut faire ça pour plusieurs entreprises? Oui. D'accord, on peut faire un collectif. Et quel est le délai pour mettre en place? Ça dépend du plan de charge de l'équipe MRS. On a une équipe de 4 personnes, 4 ou 5, sur le département. Donc là, je vois Monsieur Poisson, on va travailler pour Cheminot. Là, on a commencé. 1er avril. Pardon? On est 1er avril. Ah oui, oh là là. J'ai pas fait un franchement. Donc on travaille pour Cheminot, et puis derrière on travaille pour Ikera, etc. Donc ça dépend du plan de charge, ça s'anticipe un petit peu, parce que c'est une prestation qui demande du temps. Par exemple, pour une dizaine de recrutements, il faut tester, il faut qu'il y ait au moins 20 personnes qui réussissent les exercices qu'on présente à l'entreprise. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on demande à l'entreprise d'embaucher au moins une personne sur 2 qui a réussi les exercices. On a besoin d'un taux d'engagement, c'est un temps opérationnel qui est important, donc c'est un coût aussi pour Pôle emploi. Donc on a besoin d'efficience là-dessus. Donc ça peut aller très vite en fait pour répondre. C'est le même cas pour la FPR? Oui, alors on est sur des taux de placement à au-delà de 80% sur les AFPR et les POE, sur tout ce qui est formation préalable au recrutement. Donc on évite les abus. Voilà, on est en veille pour éviter qu'une entreprise forme et puis recrute jamais. Voilà. Donc là, oui, puis finalement, si une entreprise a investi sur 400 heures de formation, que ça se passe bien, tout l'intérêt c'est de garder derrière. Il n'y a aucun intérêt. Et pour la MRS, oui, donc ça peut être rapide, ça peut être en un mois par exemple, si l'équipe est disponible, les exercices sont déjà disponibles. Et puis ça peut être du prévisionnel dans plusieurs mois si le plan de charge est important. J'ai une autre réflexion. Vous avez parlé du taux de chômage qui est à 7%, je crois. Est-ce que ça veut dire que là, aujourd'hui, il faut aller chercher, parce que
il y a beaucoup de besoins partout aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chercher des demandeurs d'emploi sur cette partie-là? Et du coup, on est d'accord, on parle plutôt de gens éloignés de l'emploi. Est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques qui sont prévus dans ces cas-là? On en a parlé déjà, l'immersion, comme j'ai pu dire, déjà pour la découverte métier, essayer de mettre le candidat à l'aise, découvrir le métier exercé. L'action de formation préalable au recrutement, sur les demandeurs d'emploi de longue durée, on peut, sur les métiers en tension, c'est plus 400 heures, on peut passer à 600 heures de formation. Donc ça peut être aussi un accompagnement plus long. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant cette période de formation, ils sont stagiaires de la formation professionnelle, donc s'ils sont chômeurs de longue durée, ils n'ont plus d'allocation de retour à l'emploi. Et c'est une rémunération d'État qui se met en place, qui est de maximum 685 € par mois. Donc c'est pas toujours facile. Déjà sur 400 heures, vivre avec 685 €, alors sur 600 heures, c'est peut-être parfois plus compliqué. Donc il faut aussi manier cela avec la volonté du candidat, bien évidemment. Alors, à vrai dire, je ne parlais pas forcément de ce qui est mis en place par le Pôle emploi, mais c'était plutôt l'accompagnement personnalisé, parce qu'un retour à l'emploi, je suppose, pour ces personnes, ça ne doit pas se faire d'une manière très simple. Et donc, je me posais la question s'il y avait des actions vraiment sur l'accompagnement, j'allais dire presque psychologique, à un retour à l'emploi. C'est surtout le savoir-être. Oui, c'est Pôle emploi, je vais être très très méchant, égal cas social. Excusez-moi, mais vous avez quand même dans votre portefeuille des gens qui sont au chômage depuis 1 an, 2 ans, c'est de ces gens-là qu'on parle. Ils ont une grosse difficulté à revenir dans les entreprises, arriver à l'heure, parler poliment. Qu'est-ce que vous entendez par cas social, monsieur? Des gens qui ne sont pas employés depuis longtemps et depuis 2 ans, qui ont des problèmes de comportement. Et qu'est-ce que vous faites pour être sûr que cet aspect-là est très important? Venir à l'heure le matin, par exemple, arriver à l'heure au travail, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, je suis désolé, vous prenez dans la population entre 18 et 25 ans, c'est pas une évidence pour eux. Qu'est-ce qu'on fait pour former ces gens qui ne sont pas dans le monde, qui ne sont pas habitués à se lever le matin, qui ne sont pas habitués à venir au travail? Qu'est-ce que vous faites pour être sûr que quand on recrute quelqu'un pour une formation, il aille au bout dans un contexte d'une entreprise où il y a des contraintes? Et ces gens-là, je suis désolé, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les contraintes. Il faut se dire la vérité. Ce qui est sûr, c'est que quand on est très éloigné de l'emploi, la conscience professionnelle, elle a disparu. Oui. Alors, elle n'a pas disparu, c'est qu'en fait, les gens si je peux me permettre, moi qui accompagne des demandeurs d'emploi de longue durée, quand on parle de longue durée, on parle des demandeurs d'emploi qui ont plus de 18 mois de complètement décrochement social, parce que c'est du décrochement social. Oui. Je pense qu'il y a un autre, c'est pas la même démarche que les gens qui rentrent en AFPR, qui ne sont pas trop éloignés de l'emploi et qui cherchent vraiment autre chose. Dans les populations qu'on rencontre qui sont éloignées de l'emploi depuis plus de 24 mois, en fait, je pense que c'est un autre cursus qu'il faut entamer avant de les ramener vers l'emploi. Est-ce que le Pôle emploi accompagne ces gens-là? Non, parce qu'il n'en a pas la possibilité aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des choses qui se créent avec des assos. Et les gens qui sont très éloignés de l'emploi, ça doit se faire par 2 étapes, parce qu'effectivement, ce que vous dites n'est pas faux. Ils en ont oublié les codes sociétals, les codes professionnels. Et je pense qu'avant d'arriver vers la FPR, ou une intégration entreprise, il y a un accompagnement qui doit se faire en amont, plus psychosocial, effectivement, où on doit ramener ces gens vers l'emploi. C'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils ne veulent pas être à l'heure, c'est pas une histoire de génération. Ils ont perdu les codes. Et en fait, ça passe en 2 étapes. Et je pense qu'on ne pourra pas les ramener dans l'emploi en disant, voilà, il est au chômage depuis 5 ans, on en a des cas comme cela, et on ne pourra pas les ramener directement dans la section professionnelle parce qu'ils n'ont plus l'habitude et ils ont peur surtout. Ils sont dans des conditions personnels où ils ont plus d'estime de soi, ils n'ont plus confiance en eux et le marché de l'emploi leur fait peur parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Et donc ça doit se passer en 2 étapes. Donc les ramener, et ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est qu'on va les ramener progressivement. Alors il ne faut pas être pressé parce qu'aujourd'hui, ce qui nous interpelle, nous les entreprises, c'est qu'on veut de l'immédiateté. Parce qu'on a besoin de monde, qu'il y a 7% de chômeurs, et ce qui dit 7% de chômeurs, c'est quasiment 0. Et dans les 7% de chômeurs qu'il reste, ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi.
Donc oui, vous avez raison sur un aspect, mais c'est pas comme ça que je le prendrais. Je dirais plutôt qu'il faut les accompagner et ça va prendre plus de temps que ce dont on a besoin aujourd'hui. Moi, j'avais une question. C'est, y a-t-il la possibilité, ou intervenez-vous déjà dans les collèges? Alors, ça se fait de manière expérimentale. On a un accord avec l'Éducation nationale pour intervenir sur l'aspect marché du travail, c'est-à-dire comment ça se passe après. Voilà, mais c'est pas notre cœur de métier, on a déjà beaucoup à faire sur les demandeurs d'emploi. Alors, je voudrais juste répondre quand même sur ce qui a été dit. Oui, on accompagne, il y a un accompagnement différencié des demandeurs d'emploi en fonction de leur situation. C'est-à-dire que les gens qui sont très autonomes, on les confie sur des portefeuilles assez importants à des conseillers qui vont en gérer 500. Et puis plus on se rapproche de personnes qui ont des freins à l'emploi, plus on a des portefeuilles faibles en nombre, jusqu'à 30 personnes sur le contrat d'engagement jeune, par exemple. Donc là, forcément, moins il y a de personnes accompagnées, plus il y a une distance à l'emploi. Je fais la différence entre éloigné de l'emploi, sachant que on est sur des biais de perception là, on n'a pas forcément la même définition l'un comme l'autre. Mais en tout cas, on identifie des freins à l'emploi, effectivement il y a l'aspect confiance en soi, etc. Et en fonction de ça, on va les mettre dans des portefeuilles où il y a un suivi beaucoup plus personnalisé. Donc il y a ce travail-là qui est fait. Après, en outil, on a une prestation, par exemple, qui s'appelle VSI, c'est-à-dire, du coup, j'ai perdu valoriser son image. Valoriser son image, merci. Et on travaille sur le savoir-être. Donc, c'est des demandeurs d'emploi qu'on met en groupe pendant une semaine, voire 15 jours. Ils sont ensemble, un groupe de 10-12. C'est sous-traité à un prestataire. Et ils mangent ensemble le midi, etc. Et on aborde qu'est-ce que c'est l'univers de l'entreprise, pourquoi la ponctualité c'est important. Une entreprise, c'est de la performance pour dégager des bénéfices. Donc vous êtes là pour aussi, vous avez un rôle social dans l'entreprise. Il y a une hiérarchie, etc. Pourquoi, etc. Donc on réinstalle et de la confiance en soi parce qu'ils sont contents de se retrouver et souvent il y a une bonne ambiance. Et en même temps, on réaborde le fonctionnement de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise qui ne sont pas forcément les mêmes partout, mais il y a quand même un tronc commun. Voilà. On est là pourquoi? Pour générer, de rendre un service, générer un profit. Donc il y a cette prestation-là qui existe entre autres. On a une question. Non, c'est juste une remarque par rapport à toutes les questions qui sont posées. Il y a quand même aussi l'emploi accompagné. L'emploi accompagné qui est un dispositif qui existe, enfin, qui est inscrit dans la loi depuis 2016, qui n'est pas réservé aux personnes en situation de handicap. Et toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi peuvent aussi solliciter les associations et les structures qui font de l'emploi accompagné. Et ça répond en partie aux demandes qui ont été exprimées. Et voilà, c'est quand même des solutions qui permettent de faire le pendant entre éventuellement ce que vous expliquiez par rapport à la RPS ou des choses comme ça, et d'accompagner en fait en parallèle. Alors, ma question c'était, une fois que ces personnes-là sont au poste, est-ce qu'elles peuvent... Elles peuvent continuer à être accompagnées. Continuer, tout à fait, aucun problème. Et pour moi, c'est aussi à l'entreprise de jouer son rôle d'accompagnement. Par exemple, dans le cas d'une AFPR, comme on l'évoque, il y a quand même des aides qui sont à la clé. Et je vois avec l'entreprise de l'ARCE avec laquelle je travaille régulièrement, toutes les semaines, il y a un point qui est fait avec le salarié sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et l'idée, c'est aussi de... Il faut les rassurer aussi, les salariés. Enfin, le gars, à un moment donné, on disait, lors d'un entretien de recrutement, il faut rassurer l'employeur. Mais c'est aussi à l'employeur de rassurer son salarié. Il faut se dire les choses et ils font vraiment un point toutes les semaines pour se caler, voir ce qui ne va pas. Enfin, il faut se dire les choses, c'est important. Enfin, comme dans la vie quotidienne, il faut aussi se dire les choses. Ça permet les non-dits. Enfin, c'est pas bon. Donc il faut. Donc, que ce soit dans le cadre des AFPR, mais c'est aussi, j'ai oublié d'en parler, il y a aussi des aides directes à l'embauche dont on n'a pas parlé. Par exemple, comme le CUI, CIE, aujourd'hui, en fonction de sa durée d'inscription, il y a le CUI, CE jeune. Donc ça, c'est une aide directe à l'embauche. C'est vrai que l'État rembourse une partie du salaire, mais c'est aussi, en contrepartie, ce sont des personnes qui sont jugées en difficulté par rapport à l'intégration dans l'emploi. Donc c'est aussi à l'employeur de jouer le jeu et de leur donner confiance, de rassurer. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, de toute façon, on va être sur un pli plus éloigné. Donc il faut jouer aussi ce jeu de rassurer, de donner confiance, de donner envie. Alors c'est pas forcément dans les habitudes des chefs d'entreprise, puisqu'on a vécu des périodes avec plus fastes en termes de sourcing, et donc il va falloir aussi changer, s'adapter. C'est pas toujours facile.
Oui, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise a un rôle à jouer. Il faut que vous puissiez faire ce travail-là en interne. Faites-vous accompagner en effet par des structures et des experts sur ces sujets-là. Il y a d'autres dispositifs aussi, et je remercie la présence de notre député Daniel Labaronne. Peut-être qu'en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin du programme, nous parler peut-être des VTE, du volontariat territorial en entreprise, et peut-être du plan Un jeune, une solution. Oui, d'abord, merci de me donner la parole. Moi, je venais là et je suis content d'être venu parce que mon attente a été satisfaite. Ce que j'ai apprécié, c'est l'aspect très concret de votre présentation. Et moi, je suis amené à rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise qui me parlent de leurs difficultés, effectivement, de recrutement. Et là, j'ai des arguments pour leur dire, allez voir Pôle emploi, il y a des dispositifs. Honnêtement, il y a quelquefois des réticences à l'égard de Pôle emploi, hein, il faut se parler franchement. Et moi, à chaque fois, j'essaye de souligner les démarches nouvelles qui sont entreprises par Pôle emploi pour justement accompagner ces problématiques de recrutement. Et là, moi, ça correspond tout à fait à mon attente, ce que vous avez dit. Alors, bon, c'est vrai qu'on est dans une situation où la croissance économique était fortement repartie après la fin de la crise sanitaire, et puis la crise ukrainienne vient nous rappeler que voilà, on est confronté à un environnement qui est quand même très compliqué. Hier, en commission des finances, hier matin, nous avons voté le plan résilience et les moyens budgétaires qui accompagnent ce plan résilience, qui va permettre d'aider les agriculteurs, les pêcheurs, le secteur des travaux publics, les routiers, les entreprises très fortement consommatrices d'énergie et de matières premières. Et puis, on va également abonder une ligne budgétaire pour les réfugiés ukrainiens qui cherchent de l'emploi d'ailleurs. Et cette ligne budgétaire va permettre à la fois d'accueillir, de donner des moyens de subsistance et de permettre l'hébergement de ces réfugiés ukrainiens. Alors, ça c'est l'actualité du moment, mais une croissance soutenue, des besoins d'emploi, et c'est vrai qu'au niveau national, on est à 7,4% de taux de chômage, ce qu'on n'avait pas obtenu depuis 2008, et on a un taux d'emploi qui est très important, le plus fort depuis près de 50 ans. Donc voilà, c'est une situation nouvelle et qui crée bien évidemment des tensions sur le marché de l'emploi. Parce que si vous avez des problèmes de recrutement, c'est parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont déjà recrutées et donc le marché se tend. Ceci étant, je crois qu'à côté des dispositifs que vous avez évoqués, les pouvoirs publics ont mis en place, notamment à l'égard des jeunes, beaucoup de mesures pour justement permettre à tous ces jeunes de revenir sur le marché de l'emploi. Alors c'est un jeune, une solution, mais sous le vocable un jeune, une solution, vous avez tout un tas de dispositifs très très intéressants, notamment aussi le contrat engagement jeune, qui est récent là et qui permet d'accompagner les jeunes sous forme de formation pour les amener à l'emploi. Vous avez évoqué le VTE, le volontariat territorial, les volontaires territoriaux en entreprise. C'est la même idée que les volontaires internationaux en entreprise. Sauf que le jeune, au lieu d'aller faire son volontariat dans un pays étranger, il va faire son volontariat dans un pays, son pays, mais le pays qu'il connaît pas forcément. Et des jeunes qui sont à la fac de Tours peuvent venir à Montlouis, et ça va être aussi un voyage, une aventure pour eux. Parce que, voilà. Et ce dispositif de VTE donc s'accompagne d'un financement de l'État. Et si jamais ce VTE est engagé dans une démarche de développement durable de l'entreprise, là, la dotation de l'État est multipliée par 3. C'est-à-dire, dans un premier cas, c'est 4 000 euros, dans un deuxième cas, c'est 12 000 euros. Que vous dire d'autre? Alors, au passage, d'ailleurs, l'idée du VIE a été déclinée en VTE, et le VTE a été décliné en VTA, c'est-à-dire les volontaires territoriaux en administration. Je le dis pour ceux qui seraient éventuellement élus, ou y compris d'ailleurs des jeunes qui pourraient passer, alors, non pas à Pôle emploi, mais peut-être à la mission locale. Il faut leur proposer ce type de dispositif. Et moi, je suis très enthousiaste à l'égard de ces dispositifs parce que ça met vraiment le pied à l'étrier pour beaucoup de jeunes compétents
qui vont accompagner les chefs d'entreprise dans des missions très, très spécifiques. Que vous dire d'autre? Terminer peut-être sur un point. Je crois que il faut reconnaître la réussite des dispositifs en lien avec l'apprentissage. Comme nous sommes arrivés en responsabilité, il y avait 350 000 apprentis. Nous en sommes à 718 000 en ce moment. Et l'objectif, si les vents nous sont porteurs sur le plan politique, c'est d'atteindre 1 million d'apprentis. Et je crois qu'il faut vraiment accompagner cette dynamique qui est une dynamique positive, gagnant-gagnant pour à la fois l'entreprise et les jeunes en apprentissage. Voilà. Mais moi, je venais ici pas du tout pour prendre la parole, mais pour m'informer, et vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être un clin d'œil. Moi, j'ai beaucoup apprécié la comparaison entre les deux offres d'emploi. Une première offre d'emploi où on dit des choses très générales, où on s'auto-satisfait, etc. Puis la deuxième, qui est beaucoup plus concrète, qui parle aux gens. Dans la communication politique, on a, je dirais, la même opposition. Je dirais, entre un discours très généraliste, regardez comme on est beau, regardez tout ce qu'on a fait, bon, ok. Mais ce qui compte pour les gens, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Voilà. Et il faut passer d'un discours politicien auquel les gens ne comprennent pas forcément grand-chose, parce que c'est très éloigné de leurs préoccupations, de leur vie quotidienne, à un discours très très concret qui les concerne directement et qui s'intéresse à leurs préoccupations quotidiennes et concrètes. Merci M. Labarre. Il est vrai que dans cette thématique recruter autrement, en fait, il y a plusieurs enjeux. Des enjeux immédiats, des problématiques de sourcing ou de recrutement pour satisfaire des besoins en entreprise, et puis des problématiques plus lointaines pour amener les jeunes sur ces enjeux-là, la culture de l'entreprise, et puis aller vers ces nouveaux métiers. Des outils sont existants. En tout cas, je crois que le mot qu'il faut retenir, c'est peut-être casser les codes. Il faut pas, dans mon métier, en fait, on fait face à beaucoup de freins, en fait, et s'éloigner du CV est peut-être une des solutions, parce que sur le CV, il y a beaucoup de choses qui définissent le candidat, mais qui est inscrit sur un papier, et peut-être que pour vous, chef d'entreprise, il y a une ligne où ça va être rédhibitoire, mais ça ne veut pas dire que ce candidat, finalement, ne va pas correspondre à votre entreprise. Donc il y a des choses qui sont... s'éloigner du CV, c'est clairement la tendance. Hein. Puis, même Julien pourrait nous en parler pendant des heures et des heures. Mais clairement, effectivement, peut-être sur les prochains numéros des Petits Déj Pro orientés RH, se focaliser plutôt sur d'autres techniques pour s'éloigner des CV. Ou alors, peut-être, par exemple, savoir comment mener un entretien. Parce que beaucoup de dirigeants font des entretiens, mais ne savent pas forcément mener un entretien. C'est peut-être des choses qu'on pourra essayer de développer par la suite. Et, voilà. Mais en tout cas, en effet, pour pouvoir mener un entretien, il faut avoir des candidats. Oui. Et donc, il faut un vivier. Et puis vraiment mettre en avant, en fait, toutes vos bonnes pratiques et puis sélectionner des candidats d'une manière la plus large possible. Bon, on va prendre encore peut-être une ou deux questions avant de... Madame ? Moi, j'ai une proposition, en fait, qui est peut-être plus à faire à Pôle emploi ou je ne sais pas, par rapport à casser les codes. Moi, je n'ai pas que mon métier, mais un des parties de mon métier, c'est l'équicoaching. Et donc, j'accompagne les dirigeants, les managers, les personnes qui veulent faire du développement, enfin, les managers en équicoaching sur la partie management, métier, et puis potentiellement des personnes en termes de développement personnel. Et je pense que c'est un très bon outil, en fait, pour identifier les postures, pour identifier, même éventuellement pour aider, par rapport aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, pour aider les personnes à revenir dans le lien social. Et je pense que ça pourrait être, par rapport à ce que vous avez expliqué sur le score ou ces choses-là, je pense que ça pourrait être des choses intéressantes à tester. On va mettre le pied à l'étrier. Alors c'est à pied. Attention, ce n'est pas à cheval. C'est pas à cheval. C'est pas à cheval. C'est pas à cheval, c'est à pied. Le cheval est en liberté, c'est à pied. Donc c'est pas du tout à cheval. Julien, peut-être aussi une question. Oui. Bah, du coup, c'est pas une un complément. Comme Daniel, je n'étais pas venu là pour prendre la parole spécialement, mais je
je voulais vous dire 2 mots sur l'association Digital Loire Valley, qui est une association qui a été créée l'année dernière et qui fédère les entreprises qui s'intéressent au numérique. Donc il y a toute une verticale sur le sujet du recrutement et de l'emploi dans les métiers liés à l'informatique. Et on va travailler sur notamment ces sujets d'image métier. C'est une association qui est soutenue par les métropoles Tours-Orléans et la région, ainsi que d'autres collectivités. Pour vous donner une petite idée, on était sur un budget de 200 000 € l'année dernière, on va être sur un budget de 600 000 € sur 2022, donc on a vraiment des moyens d'agir. Et voilà, s'il y en a parmi vous qui ont ces sujets d'emploi dans l'informatique, eh bien de nous rejoindre, qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets d'image métier, d'attractivité aussi de notre région à l'extérieur, en France et en Europe pour des talents de haut niveau ou pas. Mais voilà, qu'on puisse se fédérer pour travailler ensemble à ces différentes problématiques. Et bien sûr, à l'occasion peut-être d'un petit déjeuner, regarder les acteurs qui travaillent sur des éditeurs de solutions numériques qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Bien sûr, comme la mienne, on a quand même aidé plus d'1 million de personnes l'année dernière dans 70 pays à raconter leur histoire à des recruteurs. Donc voilà, je pense qu'on a effectivement une petite expérience sur ces sujets. Merci pour ce complément d'information. Je pense qu'on a fait le tour, Maxime. On va pouvoir clôturer ce 20e numéro des Petits Déj Pro. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Je n'ai pas la date et la thématique en tête, mais vous aurez bien évidemment toutes les informations en temps et en heure. Remercier les participants du jour. Donc Michel et Sylvie, merci beaucoup pour votre intervention qui était de qualité. Maxime, un dernier qui reste à disposition, je suppose, pour continuer les échanges après ce Petit Déj Pro. Merci Soufiane, et puis merci à toutes et tous pour votre attention. En effet, un grand plaisir de vous retrouver tous ces premiers vendredis du mois sur des nouvelles thématiques dans le tiers-lieu Le Rubixco à Montlouis. C'était un vrai plaisir, et puis je vous souhaite une très belle fin de semaine, et à bientôt.